Je vous propose donc un voyage exploratoire ce matin pour apprendre à naviguer en circularité avec des navigateurs de qualité qui nous ouvrent la voie. Et donc, on va passer au premier temps, qui est le temps d'un témoignage inspirant. Et j'ai le plaisir d'accueillir Emry Jacquia. Emry Jacquia, qui est président de la CAMIF et PDG de la CAMIF et président des associations des entreprises à mission, qu'on a le plaisir de recevoir alors qu'il est en vacances. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Emry. Alors, j'ai dû faire une bêtise, j'ai dû appuyer, hop, voilà. Eh bien, écoute, Emry, première question peut-être, c'est qu'est-ce que la CAMIF? Peut-être que ça. Qui connaît la CAMIF, tiens, dans la salle? Ah, ok, tu vas pouvoir aller vite. Donc la CAMIF, malgré tout, qu'est-ce que c'est et quel pari est-ce que tu fais quand tu reprends la CAMIF en 2009 qui est 2009, on se rappelle déjà une situation un petit peu de crise. Donc voilà, comprendre un petit peu le contexte dans lequel ça s'est passé. La CAMIF, comme tout le monde le sait, c'était une coopérative qui a été créée en 1947 par des instituteurs qui se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée sur le modèle de la vente par correspondance avec le gros catalogue que sans doute beaucoup d'entre vous ont connu. Et puis ça a connu des difficultés au point de faire faillite en fait en 2008. Et moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé ma boîte, j'avais 23 ans. C'était en 95 dans l'e-commerce, de meubles et de literie en particulier. Et j'étais convaincu qu'une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, ça disparaît jamais. Et qu'on pouvait faire de CAMIF un modèle alternatif à ce qu'a fait la grande distribution depuis 50 ans, c'est-à-dire toujours aller chercher plus loin, moins cher ailleurs. Et j'avais la conviction qu'il y aurait chez les clients CAMIF, mais aussi au-delà, finalement une sorte de valorisation d'acheter un produit de bonne qualité localement. Et donc c'est le pari que j'ai fait. Donc j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Niort avec ma femme, ma famille, tout ça. Donc je la félicite et je la remercie toujours parce que un jour je lui ai annoncé qu'on quittait Paris pour aller nous installer à Niort. Donc c'était pas simple. Mais, bon, après de l'importance du soutien familial. familial. À l'île de Ré, après La Rochelle. On a terminé à Niort, ça s'est bien passé finalement. Et donc on a eu une opportunité assez incroyable de revoir et de réinventer entièrement le modèle économique de l'entreprise. Et on fait le choix en 2009 de miser sur une proposition de valeur exclusivement centrée sur l'équipement de la maison sur Internet, mais en faisant le pari de la qualité, de la fabrication française et du développement durable. Alors c'était un pari parce qu'à l'époque personne ne parlait du Made in France, c'était même très très ringard au fond, il n'y avait pas eu encore ni le ministre qui portait la marinière, ni le slip français, ni rien de tout ça. Pour nous ça a été une façon de renouer le lien avec tout un écosystème de fabricants français qui étaient déjà engagés avec la CAMIF et de leur dire au fond ce qu'on va vendre, ce qu'on va proposer, c'est on va valoriser vos savoir-faire, vos métiers et c'est une des premières innovations qu'on lance sur camif.fr, c'est de donner la possibilité aux consommateurs de choisir un produit en fonction du lieu de fabrication. C'est une idée un peu bête, mais en fait c'est assez simple, mais peu de gens le font. Donc on peut rechercher un matelas, un canapé, un lit, peu importe, en fonction de critères géographiques par pays, par région, par département. On peut savoir d'où vient le produit, combien de kilomètres on fait les principaux composants du produit pour aller jusqu'à l'usine. On peut visiter l'usine avec les coulisses de la fabrication, des vidéo-reportages au cœur des usines. Et je crois que cette transparence a permis de réengager la confiance des consommateurs. C'était un enjeu clé de regagner la confiance de toutes les parties prenantes du projet CAMIF. Et pour oublier aucune des parties prenantes, j'utilise l'acronyme de la CAMIF. Donc le C, nos clients, le A, les actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, le F, les fournisseurs. Et on s'est dit que la seule façon de réussir le projet, c'était de mettre au cœur du projet un modèle d'impact positif pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit un impact positif en termes économiques, mais aussi social, environnemental, d'où notre ancrage sur le local à Niort, d'où notre ancrage sur le Made in France. Voilà. Ça a pris du temps pour remettre tout ça sur pied. Et puis après, on a fait 2 rencontres qui ont été assez structurantes dans notre chemin vers l'entreprise à mission, vers l'économie circulaire. Ça a été l'entrée en 2013 d'un fonds d'impact dans notre capitale pour accélérer le développement de CAMIF au-delà du périmètre de clients historiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même à peu près 80% de nos clients qui avaient plus de 65 ans d'âge moyen, donc il fallait assez vite aller renouveler la clientèle et chercher des clients plus jeunes.
Et donc là, ce fonds d'impact nous force à structurer notre démarche d'impact, à pouvoir apporter la preuve de l'impact positif en termes social, environnemental du modèle économique, du modèle CAMIF. Et puis on fait la rencontre de deux chercheurs de l'École des mines de Paris, Blanche Ségrestin et Armand Hattuel, qui eux avaient théorisé pendant la crise financière de 2008, parce que après la chute de la CAMIF, vous le savez tous, ça a entraîné celle de Lehman Brothers et la crise financière mondiale. Et ces chercheurs se sont dit, au fond, cette crise financière, d'où elle vient, comment ça... Et ils se sont dit, au fond, c'est pas une crise financière qu'on vit, c'est la crise de l'entreprise. On a juste oublié pourquoi l'entreprise existe, et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, bah, ça nous a conduit dans le mur. Et donc, il y a urgence à réinventer l'entreprise, à remettre du sens au cœur de l'entreprise. Et ils ont imaginé un modèle qu'ils appelaient à l'époque la société à objet social étendu, convaincus que l'objet social de l'entreprise ne pouvait pas se limiter à être le partage du profit entre actionnaires. Et que l'entreprise avait un vrai rôle, une vraie utilité à jouer. Et donc, ils ont bâti ce modèle, on les a rencontrés, on a fait avec CAMIF le chemin de la société à objet social étendu, qui est devenue la société à mission, assez tôt, à partir de 2013. Et là, on a commencé ça a été un chemin qui a pris du temps, 2 ans et demi, pour formuler la raison d'être de CAMIF et les 5 objectifs de mission. Et alors, peut-être juste avant d'arriver sur les 5 objectifs, on a quelques chiffres en tête pour comprendre ce que ce pari du Made in France, de la relocalisation, ça voulait. Donc on voit à l'écran que, je ne sais pas si tu peux commenter un tout petit peu ces chiffres de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement pour la CAMIF. Oui, alors nous on travaille avec 125 fabricants français dans tout l'équipement de la maison qui représente aujourd'hui 75% de notre chiffre d'affaires. Et on a d'ailleurs fait un renoncement assez fort il y a 1 an et demi. On a renoncé à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe. C'était 7,4% de l'offre pour recentrer 100% sur l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, à travers la crise qu'on vient de connaître, la crise Covid, l'après-Covid, les chaînes de logistique qui ont été très bousculées, la résilience du modèle Made in France, elle a été là par rapport à tous ceux qui ont souffert beaucoup de l'inflation sur le fret maritime ou des dérèglements des chaînes logistiques. Nous, on n'a pas eu ça. Donc, c'était plutôt positif. Et je dirais même que le contexte actuel qu'on vit, qui est un contexte inflationniste qui nous touche tous, les consommateurs, mais aussi nos fabricants, et donc nous aussi, par ricochet, paradoxalement, cette inflation, elle rend le Made in France et l'économie circulaire plus compétitive aujourd'hui qu'avant la crise. Plus compétitive parce que tous les fabricants, quelle que soit leur situation géographique dans le monde, subissent la même hausse des matières premières, les fabricants asiatiques aussi, et donc ce qui faisait le surcoût du Made in France, c'était beaucoup la main-d'œuvre, mais la part de la main-d'œuvre a beaucoup réduit par rapport à l'augmentation des matières premières. Et avant crise Covid, ceux qui faisaient de l'économie circulaire, vous le savez, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Aujourd'hui, on n'est pas encore à l'échelle industrielle. Avant qu'on remplace l'économie linéaire, qui représente 93%, merci pour le chiffre, de l'économie, il va se passer un peu de temps. Et donc, malheureusement, on n'a pas 25 ans pour transformer tout ça. Ça coûtait plus cher. Aujourd'hui, avec l'inflation sur les matières premières, on voit que l'économie circulaire devient plus compétitive aussi. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. En fait, dans les mauvaises nouvelles, dans les crises, il y a toujours des bonnes nouvelles. Premier shoot d'énergie, alors. L'économie circulaire devient compétitive. Donc effectivement, Emery, tu parlais des 5 engagements pris dans le cadre de la société à mission. On reviendra tout à l'heure un peu plus sur les enjeux de la société à mission, mais effectivement, là, on est là pour parler d'économie circulaire, donc c'est un peu plus le prisme qu'on a pris pour cet échange. Donc effectivement, l'objectif numéro 3, c'est faire de l'économie circulaire votre standard. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix de l'économie circulaire, pourquoi ça s'est imposé dans l'un de vos engagements, et qu'est-ce que ça a enclenché concrètement chez la CAMIF ? Il y avait une forme de continuité par rapport aux engagements qu'on a pris dès 2009 de relancer CAMIF sur le développement durable. On a aussi, je pense en tant que d'abord personne, pris conscience du lien entre nos modes de vie et ce qu'on observe en termes de dérèglement du climat, de la biodiversité. Je pense qu'on est la première génération à avoir vraiment pris conscience de ce lien. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir. Et finalement, le meilleur lieu de l'action, c'est l'action collective. Parce que, d'ailleurs, il y a une étude de Carbone 4 qui montre que si tous les citoyens, si tous dans la salle, on adopte les meilleurs éco-gestes et on ne prend plus sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, on ne prend plus jamais l'avion, qu'on ne mange plus de viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75% du chemin sont à faire par les entreprises. Et donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, on a une responsabilité, c'est de se bouger pour transformer, pour réinventer nos modèles, pour qu'ils soient tout simplement
soutenable. Alors, l'enjeu, c'est d'arriver à trouver un modèle économique à l'économie circulaire, à trouver un modèle économique à une entreprise qui va devoir, et à un modèle économique qui va devoir se transformer fondamentalement. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça commence par consommer moins. C'est d'ailleurs une des premières conséquences même de notre inscription dans les statuts en 2017 de la mission de Camif. Le premier objectif de mission, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Et ça m'amène 2 semaines après avoir inscrit dans les statuts cette mission à convoquer mes actionnaires et à leur dire, bah voilà, dans 2 semaines, on va fermer camif.fr. Oui, on réduit. Hein. Ouais, on va fermer Camif parce que c'était le Black Friday et nous on a décidé de boycotter le Black Friday en allant jusqu'à fermer le site. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique avec mes actionnaires. Ils ont passé 2h30 à essayer de me convaincre que c'était peut-être pas une bonne idée de fermer, qu'ils comprenaient très bien pourquoi il fallait pas faire le Black Friday, qu'on pouvait ne pas faire de promotion, etc. Mais moi, je crois qu'on peut pas changer le monde avec de l'eau tiède et qu'à un moment donné, il faut des décisions radicales et c'est ce qu'on attend des dirigeants, du courage, de l'audace. Et en fait, ça a été une opération qui a permis vraiment de parler du modèle de la consommation responsable, de repenser, de reprendre le contrôle de notre consommation sans forcément acheter un produit le jour où tout le monde vous dit qu'il faut en acheter un parce que c'est des très bonnes affaires à faire alors que c'est pas tout à fait vrai en plus. Et donc on était seuls en 2017 à boycotter le Black Friday. La fierté qu'on a, c'est qu'effectivement ça n'a pas été très bon pour le chiffre d'affaires de l'entreprise. On a raté le meilleur jour de l'année en matière de e-commerce, mais avec le recul, 5 ans plus tard, je peux témoigner que le premier renoncement qu'on a fait, lié à la mission, lié à cet engagement sur la consommation responsable, il a porté beaucoup de fruits. D'abord, beaucoup de nouveaux clients sont venus sur Camif parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent des entreprises qui s'engagent et ils veulent des entreprises qui sont capables d'apporter des preuves de leurs engagements. Donc ça, c'est un marqueur très fort de notre engagement sur la consommation responsable. Et puis l'année dernière, 1500 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday. Donc ça a eu un impact aussi positif au-delà de notre écosystème même. Et je pense là aussi c'est intéressant parce que chaque action individuelle, collective, elle inspire d'autres au-delà des frontières et c'est ça qui est chouette. Alors, merci. Mais du coup, ce qui m'intéresse, je me dis, on se donne déjà un défi du Made in France, on se donne un défi de redresser une entreprise qui était clairement en cessation d'activité en 2008. Et à quel moment l'économie circulaire, on se dit, tiens, on s'en rajoute une couche et on va mettre de la circularité. En fait, depuis le début, on faisait attention et c'est le rôle de nos chefs de produits, à ce qu'on vend sur camif.fr, à ce qu'on sélectionne en termes d'offres. Et on était assez exigeant avec nos fabricants sur les matériaux utilisés, les composants, leur origine, comment on pouvait développer davantage de composants issus du recyclage. Et puis, avec le cadre de la société à mission, là, on s'est mis un cran, on s'est obligé quelque part à accélérer vraiment sur ce sujet. C'était cohérent pour Camif, c'était innovant, certainement, mais pour nous, ça nous semble la seule voie possible, en fait. Voilà. Alors, elle est exigeante, c'est peut-être la phase nord, mais on va y arriver. Donc, ça prend du temps. Je pense que c'est ça qu'on va voir à travers les différents exemples. Et surtout, je pense qu'une des premières clés de l'économie circulaire, et vous l'incarnez extrêmement bien, c'est la nécessaire coopération, parce qu'on ne peut pas faire seul. Et quand on met ce 3e objectif de mission dans nos statuts, on dit waouh, il va falloir qu'on revoie les 20 000 références du catalogue Camif et se poser encore plus de questions sur comment sont fabriqués ces produits et comment on peut faire mieux avec moins et comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage et comment on peut même penser des produits entièrement fabriqués à partir de déchets. Et ça, on s'est dit, mais c'est un défi énorme, on va jamais y arriver. Et moi, j'adore les défis où on se dit, on va jamais y arriver. Et quand on vous dit, bah, c'est impossible, là, l'entrepreneur, il est là et il dit, oui, bien sûr, on va trouver une voie, on va trouver un moyen. Et on va pas le trouver seul, on va le trouver ensemble. C'est ce qu'on a décidé de lancer pour initier la démarche. En 2017, on fait un camifathon où on réunit, donc c'est un hackathon pendant 3 jours, on réunit plein de gens, alors des fabricants, il y avait une centaine de fabricants, des designers, des experts d'économie circulaire, une éco-matériothèque, des consommateurs et des collaborateurs Camif. On leur donne carte blanche pour qu'au bout de 3 jours, on sorte avec des projets qu'on accompagne pendant 9 mois. Et là, c'est le miracle, quoi, parce que quand on s'engage, finalement, la magie opère. Et au bout de 3 jours, on a des groupes de projets qui se constituent avec des gens qui ne se connaissaient pas 3 jours avant, qui viennent pitcher et qui nous séduisent sur et nous donnent envie de les accompagner. Et on lance les premières collections de Camif Édition
en 2018. Donc peut-être Camif Édition, qu'est-ce que c'est? Alors justement, Camif Édition, c'est cette démarche-là, des produits exigeants sur l'économie circulaire, innovants. Et c'est un changement de métier pour nous. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'à travers le changement de modèle économique, ça amène à changer notre métier. On est en train de passer du métier de distributeur, qui est le métier historique de Camif, où nos chefs de produits font ce travail de sélection de l'offre sur des critères local, durable, responsable, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections et on lance sur le marché des produits qu'on retrouve que sur camif.fr. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement de modèle, même s'il prend du temps, même s'il s'accompagne, en fait, il crée une valeur économique. Parce que c'est des produits qu'on ne va pas retrouver sur toutes les places de marché. Voilà, c'est des produits innovants, exclusifs, qui protègent nos marges, qui protègent les marges de nos fabricants, qui créent une valeur sociale et qui créent une valeur environnementale. Et on va le montrer avec 3 exemples là, très concrets. Mais alors peut-être avant ça, il y avait le Camifaton à amener au Tour du Made in France. Alors non, le Tour de Made in France existait avant. En fait, avant, dès 2014, on s'est dit ce qui serait sympa, parce que les consommateurs en fait, ils achètent plus un produit aujourd'hui, ils achètent une histoire. Et on le voyait très bien à travers les vidéo-reportages qu'on faisait sur le Made in France, sur les usines, que ça marchait bien. Et en même temps, ça reste de la vidéo et c'est quand même beaucoup plus sympa de se voir en vrai, quoi. Donc on a décidé de lancer le Tour du Made in France où chaque année, depuis 2014, on va à la rencontre des fabricants français avec lesquels on travaille. Et puis on invite des clients, des collaborateurs, on passe des journées extraordinaires. Ça crée du lien. Je pense que c'est aussi une des vraies, je pense pour moi, la vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. Créer du lien avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs. Ça crée de la fierté parce que quand vous déboulez avec 50 consommateurs Camif dans une usine et que vous avez les ouvriers qui viennent témoigner de leur métier, de leur savoir-faire, c'est juste passionnant et ça crée beaucoup de fierté à l'intérieur des usines. Et puis quand l'après-midi on travaille ensemble en mode atelier créatif et qu'on fait travailler des ouvriers, des clients, des collaborateurs, donc des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de se rencontrer, là c'est la force de l'intelligence collective et puis on ressort avec plein d'idées très chouettes. Et ça nous a mis un peu sur la voie au fond de dire il faut mobiliser l'intelligence collective si on veut arriver à être à la hauteur de l'enjeu de l'économie circulaire. Donc on a une petite vidéo pour montrer ça en images, ce tour de la Camif édition 2018. C'est un tour où on a été visiter l'ensemble des fabricants pour découvrir les prototypes de Camif Édition. La marque Camif Édition, qui est un nouveau projet très structurant et très important pour nous, c'est comment on réinvente les produits par l'économie circulaire. Et donc on a pu découvrir au sein des usines les projets qu'on mène depuis 6 mois avec nos fabricants, avec nos designers. On a fait 6 étapes dans toute la France. On a co-conçu et on va décider aujourd'hui, pendant ce Tour de France, du choix final, je pense, des textiles, des matériaux et des couleurs. L'enjeu du tour, c'est de mobiliser l'intelligence collective. La journée est super, la fierté d'avoir ça tout près de chez soi. La Camif arrive à mettre une ambiance et à connecter les gens entre eux. On crée des nouveaux écosystèmes avec des consommateurs, des fabricants, des designers, des experts de l'économie circulaire pour imaginer ensemble des nouvelles solutions qui vont générer ces produits qui sont plus vertueux parce qu'ils ont un meilleur impact pour le local, qui répondent à des défis environnementaux et sociaux. Et c'est ça l'enjeu de la Camif. C'est génial, c'est enthousiasmant, mais pour que ça fonctionne vraiment et que ça change véritablement la donne, à la Camif, on pense que maintenant, il faut vraiment accélérer. Nous, on a fixé un défi, c'est de faire des best-sellers. On veut que ces produits qui sont issus de ce processus innovant prennent la place d'autres produits qui sont moins vertueux. L'on doit aujourd'hui faire de l'économie circulaire notre standard. Donc ça donne une petite idée de ce moment. On a l'impression que ça se passe plutôt bien, que c'est plutôt agréable comme moment. Alors peut-être si on rentre dans le concret, de se dire, ok, vous avez posé le cadre, vous avez mis en place un processus pour faire de l'innovation en lien avec toutes vos parties prenantes. Ça a amené à quoi concrètement? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? La première année, 13 projets sur lesquels on a été au bout, donc dans tous les secteurs d'activité de la Camif. Vous avez vu du linge de maison, du mobilier, de la literie, et des projets qui sont sortis pour la plupart au bout de 9 à 12 mois.
Et puis quelques-uns qui ont mis plus de temps. Par exemple, le matelas Timothée, qui est le fruit de 4 ans de travail post-Camille Faton, où là on illustre assez bien la démarche. Donc c'est pendant Camille Faton, une start-up qui fait du recyclage de matelas en Ardèche à Flaviac, qui s'associe avec un grand fabricant français et qui se dit voilà, nous, notre défi, c'est qu'on va faire un matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Et ça, c'est une vraie innovation. Bon, ça a été 4 ans pour mettre au point un bloc de mousse fabriqué à 70% à partir de vieux matelas recyclés. Et c'est une vraie innovation et c'est un vrai défi technologique, un vrai défi pour la santé aussi, parce qu'il faut passer toutes les normes pour respecter les normes de santé. Ça a été un défi pour trouver une mousse qui soit suffisamment à la fois confortable et robuste, donc durable dans le temps, parce que l'idée c'est de faire de l'économie circulaire, mais il faut qu'elle soit durable, cette économie circulaire aussi, sinon ça n'a pas grand intérêt. Ça a été... voilà. Et 4 ans de travail avec un éco-organisme, avec cette start-up, avec un institut technique de l'ameublement et avec un fabricant finalement à Niort qui finit par assembler et proposer le matelas Timothée. Timothée parce que c'est Timothée Kwan qui a une boîte qui s'appelle Second Lit et qui est à Flaviac en Ardèche, qui est à l'origine en fait de ce projet avec qui on a travaillé. Et ce projet, il illustre assez bien plusieurs choses. D'abord, c'est pas facile, ça prend du temps. Donc le temps long nécessaire et les expérimentations, parce qu'on a fait plusieurs essais sur les mousses pour arriver au bon modèle. Deuxièmement, l'économie circulaire, elle est forcément au niveau local. Ça ne peut pas se faire à l'autre bout de la planète ou avec des partenaires qui sont à l'autre bout de la planète. Donc je vous promets qu'on ne l'a pas payé pour dire ça. Non, mais c'est d'évidence en fait. Voilà, mais bon, là, vous l'incarnez très bien. Beaucoup d'expérimentation. Et enfin, quand ça aboutit, c'est énormément de fierté. Parce que là on arrive à mettre au point, et c'est une vraie innovation, c'est la première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie, ce matelas qui en fait est au bon prix, c'est-à-dire il est au prix marché. Alors c'est vrai qu'avant la crise Covid, avant l'inflation, le bloc de mousse était plus cher que la mousse traditionnelle issue du pétrole. Depuis l'inflation, elle est au même prix. Donc finalement on arrive à être compétitif sur ce produit-là. De l'enjeu de faire des paris sur l'avenir. Exactement. Et puis on a donc fait une étude d'impact sur l'impact social, parce que l'économie circulaire, c'est une économie sociale souvent, qui crée un impact social positif. On a pu mesurer quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on crée. Donc ça, c'est un modèle qui est très vertueux. Et un impact environnemental. Donc on a fait une analyse du cycle de vie du matelas Timothée. C'est 45% de CO2 en moins qu'un matelas traditionnel. Et donc, ça compte, quoi. Voilà. Donc, c'est beaucoup de fierté, beaucoup d'impact positif, et ça montre que quand on prend le temps de faire les choses, on peut faire les choses très bien, qui remplacent des matelas qui sont traditionnels et qui créent de la valeur économique, mais aussi sociale et environnementale. Et donc, pour moi, ça incarne très bien ce projet. Comment la mission finalement, l'entreprise à mission qu'on est devenu, puisqu'avec la loi Pacte on est devenu société à mission en 2020, ça s'incarne très concrètement au cœur de l'offre. Et comment c'est un levier formidable pour réinventer, pour se challenger, parce que ça met en tension bien sûr les équipes, mais c'est un levier formidable pour réinventer nos modèles. Et cette innovation, d'abord elle engage les collaborateurs, elle donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, et puis elle crée une valeur sociale, environnementale et économique. Mais le économique est fondamental, parce que si on veut avoir un modèle durable dans l'économie circulaire, il faut trouver un modèle économique. Et c'est pas simple, hein. Je ne dis pas que c'est simple. Mais j'aime bien cet exemple parce qu'il illustre parfaitement toutes les dimensions, les difficultés, mais aussi les bénéfices de s'engager dans une démarche d'économie circulaire. Et donc, in fine, combien de temps pour avoir le premier matelas en vente ? 4 ans. 4 ans. Et ils sont en vente depuis quand ? Au fond, 4 ans, ça fait 1 an, et c'est en train de devenir un best-seller. Et ça c'est aussi l'autre chose extrêmement positive pour nous, c'est-à-dire que on a aussi travaillé pour que le prix soit au bon prix, etc. Et Matelas Timothée fait partie aujourd'hui des matelas les plus consultés sur camif.fr. Et évidemment, on le met en avant, c'est un peu le produit star, quoi. Et voilà, et plus ça marche, mieux c'est en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre la voie à la filière, en fait, quelque part.
Oui, Vous avez alors, pris une longueur d'avance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce travail de recherche et développement qu'on a fait sur le matelas et sur la mousse, finalement, aujourd'hui, on est en train de l'étendre à tout l'écosystème des fabricants français avec lesquels on travaille. Il y en a 125, et notamment dès qu'on utilise de la mousse. Donc, les fabricants de canapés, on les invite à revoir leur approvisionnement de mousse traditionnelle pour remplacer la mousse traditionnelle par de la mousse issue de matelas recyclés. Voilà, et donc c'est aussi ça qui est chouette, c'est qu'une fois qu'on a poussé la porte et ouvert la voie, on peut vraiment rayonner et puis faire et démultiplier, parce que l'enjeu c'est quand même le passage à l'échelle. Et donc par exemple sur ce bloc de mousse, on n'a pas de copyright ou de voilà. L'idée c'est que Gros débat sur l'économie circulaire. Est-ce qu'il faut mettre des droits propriété intellectuelle ? Pour moi, il n'en faut pas parce qu'on a besoin de passer à l'échelle. Et nous, on se dit plus il y aura de mousse recyclée utilisée, mieux ça sera pour notre fabricant. Donc, ça sera soutenable parce qu'économiquement, il va s'en sortir. Si on devait juste faire avec Timothée absorber toutes les capacités de recyclage de mousse, on n'y arriverait pas. Donc, on a besoin des autres. On a aussi besoin de nos concurrents pour développer l'économie circulaire. Merci pour ce premier exemple. On en a 2 autres en stock, je crois. Est-ce que tu peux nous parler du deuxième qui touche au modèle économique ? Oui, alors là, c'est un peu d'actualité. C'est notre nouveau bébé, puisqu'il y a 2 semaines, on a sorti le projet sur lequel on travaille depuis 2 ans, qui est un projet de location. Alors, on s'est beaucoup questionné, au fond, sur comment Camif pouvait prendre sa place sur l'économie de la seconde main, l'économie de la fonctionnalité. Tout en respectant nos valeurs. Et nos valeurs, c'est la qualité, c'est la fabrication française, c'est le durable. Et il n'était pas question de réinventer le Bon Coin, parce que ça marche très bien. Mais en même temps, il était question de trouver un modèle qui s'inscrive, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs font plus attention à leurs achats, parce qu'ils achètent de plus en plus de seconde main, parce que l'inflation est là aussi, que c'est pas évident non plus d'acheter des produits de qualité, surtout quand on est jeune. Et là, on a trouvé un cas d'usage qui nous a semblé intéressant, qu'on a expérimenté avec quelques clients un peu en bêta-testeur. Et donc, on a lancé l'offre de location pour les chambres enfants et les chambres bébés, donc qui s'adresse aux jeunes familles, parce que là, on a un cas d'usage qui est très typique de comment on peut utiliser ce nouveau modèle pour allonger la durée d'utilisation. Parce qu'on a une durée de vie qui est longue, un canapé ou un lit enfant, ça peut durer 40 ans. D'ailleurs, on a souvent des témoignages de clients Camif qui disent « Oui, mais j'ai acheté il y a 40 ans chez vous. » Bon, c'est bien. Donc ça dure longtemps, parce qu'en plus c'est de la qualité, c'est fait pour ça. Donc, ça dure longtemps. On ne dort pas 40 ans dans un lit bébé. On ne dort pas encore 40 ans dans un lit bébé, heureusement d'ailleurs. Donc au bout de 3 ans, bébé il a envie de pousser les barreaux. Et comme aujourd'hui on le sait aussi, les jeunes familles, elles ne savent pas si elles vont avoir un premier enfant. 2,5 millions d'éco-anxieux en France, donc ils se posent vraiment la question. Donc ils ne savent pas non plus s'ils vont en avoir un deuxième. Donc là, vraiment, on est, pour moi, dans le cas parfait de l'usage de la location par rapport à l'achat qui fait sens, qui est pertinent. Donc là, à partir de 49 € par mois, on peut louer sa chambre bébé avec un pack complet. On peut louer sa chambre enfant. Et donc là, c'est une première expérimentation. C'est complètement un nouveau modèle économique pour nous. Mais on pense qu'il y a 3 bénéfices. Il y a pour le client, il y a un bénéfice d'accessibilité, parce qu'on va pouvoir accéder à des produits de top qualité si on a choisi des produits super qualitatifs pour qu'ils puissent faire 2, 3, 4, 5 cycles de vie. Donc accessibilité à de l'offre de qualité, avec toute la sécurité sanitaire et tout ça, la santé aussi de bébé, de la chambre enfant, de l'air intérieur. Il y a la pollution de l'air intérieur, c'est 4 fois plus que l'air extérieur, je crois. Donc voilà. Deuxièmement, le service, la fonctionnalité du service. C'est vrai que là on livre, on installe, on monte, et puis on assure la garantie du produit tout au long du cycle de location, et on prend en charge également la reprise. Donc pas besoin de revendre son truc sur le Bon Coin, de le démonter, de s'apercevoir qu'il est à moitié cassé, qu'on ne peut pas le vendre. Bon bref, c'est compliqué la seconde main. Surtout sur des produits un peu volumineux, lourds et voilà, fragiles comme qui touchent à la sécurité de l'enfant. Exactement, et on veut le meilleur pour son enfant. Et puis ensuite, il y a la fibre écologique aussi, de se dire finalement ce produit, plutôt que de le pas savoir quoi en faire au bout de 3-4 ans, là je sais qu'il va avoir une 2e, 3e, 4e vie, et ça c'est chouette. Donc ça démarre tout juste, ça a 2 semaines. Ça démarre. Alors ce qui est très positif, c'est que là on a les premiers locataires qui arrivent, beaucoup de consultations.
Donc là, on a eu plus de 5000 visites sur la première semaine. Donc c'était vraiment très... Voilà, on a été surpris en fait par le côté curieux, en tout cas, des consommateurs. On va voir objectivement, je ne sais pas, le modèle économique. On a fait des prévisions. On a une durée d'engagement au minimum de 12 mois. Mais on ne sait pas si ça va être 24 mois, 36 mois. Donc on va expérimenter. L'objectif qu'on s'est fixé pour 2023, c'est d'avoir 300 locataires, pouvoir expérimenter le modèle, expérimenter aussi l'offre, la prestation de services. On a dû mettre en place tout un nouveau logisticien notamment pour pouvoir prendre en charge la réparation du produit au bout du premier cycle. Donc on va valider un peu nos hypothèses dans les 12-24 prochains mois pour voir s'il y a des choses à ajuster. Mais je crois vraiment que là, on est à un moment de bascule, quoi. Et je pense que les consommateurs sont aussi en train de changer leur habitude de consommation et que ça peut répondre effectivement à un besoin. L'économie de la fonctionnalité, c'est quelque chose c'est le fait de vendre l'usage du produit plutôt que le produit en lui-même. Donc on reste propriétaire du bien. C'est quelque chose qui est pas forcément, qui challenge pas mal le modèle économique. Quand on a l'habitude de vendre un produit, on le vend, on le livre, on en est éventuellement encore un peu responsable avec la garantie. Mais voilà, l'argent est encaissé. Là, c'est un modèle un peu différent sur lequel ça pose certaines fois des questions de niveau de rentabilité, de capacité de trésorerie, etc. Alors j'imagine que vous avez de l'antériorité, les reins solides pour ça, mais est-ce que c'est des choses qui ont été évoquées, challengées en interne sur le modèle économique ? Bien sûr, c'est évident, mais enfin, on a fait un business plan et on sait qu'il est faux, comme tous les business plans. Donc, c'est hyper facile de faire des business plans. Oui, c'est Excel. Donc on va voir, mais effectivement, c'est un investissement pour nous, c'est un investissement dans un nouveau modèle économique, mais je pense qu'aujourd'hui, ne pas investir, ne pas prendre de risques, aujourd'hui, c'est prendre un risque sur l'avenir. Donc il faut se risquer à expérimenter des choses. Je ne dis pas que ça va marcher tel quel, peut-être qu'il y aura plein d'ajustements à faire. On est en train de mettre en place pour bébé aussi des offres avec des partenaires pour rendre la location plus accessible et par exemple avec Biocop pouvoir offrir des bons d'achat pour la nourriture enfant, etc. Donc il y a plein de choses qu'on va mettre en place et je pense que ça va transformer fondamentalement la relation qu'on a avec nos clients. Parce que justement, au lieu d'avoir un client à qui on vend pour une fois un produit, là on va avoir un locataire avec qui on va entretenir une relation. Et on pense qu'il y aura un effet positif aussi sur potentiellement des jeunes familles qui n'auraient pas acheté à la Camif parce qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre le prix sur des produits de qualité. Qui puissent acheter malgré tout grâce à la location et puis progressivement qu'ils achètent tout à la Camif. On peut tout acheter. Peut-être le troisième exemple qui était oui, alors le troisième exemple, ça touche plus à notre métier du e-commerce. On a quelque chose qui est très pénible à gérer dans le e-commerce et qui est aussi environnementalement compliqué à gérer, c'est les retours. Donc nous, on n'a pas trop de retours par rapport à des gros acteurs du textile qui ont des taux de retour à 25-30%, mais on a quand même 3-4% de retours. Et ces retours, avant, en fait, on allait chercher le produit parce qu'il ne plaît pas au client, parce qu'il n'a pas la bonne couleur ou parce qu'il est trop ferme ou je ne sais pas quoi, chez le client et on le ramenait à l'entrepôt. C'était 450 km à parcourir. Et donc là, on a là aussi un exemple d'une coopération avec une jeune start-up. C'est deux jeunes femmes qui ont monté cette boîte, Smartback, qui propose une solution locale. Donc on trouve un client à moins de 27 km de notre client pour racheter le produit qui est retourné. Donc ça nous fait faire des économies sur notre gestion des retours, puisqu'on a confié la gestion des retours à Smartback, 15% à peu près d'économie, donc sur un chiffre qui n'était pas négligeable. Et puis ça a une valeur sociale, parce qu'on fait travailler un écosystème de 500 partenaires, de structures d'insertion pour réparer ou revendre le retour. Et puis une valeur environnementale, parce qu'au lieu de faire 450 km, le produit en fait que 27. Donc cet exemple illustre que, en fait, dans toute la chaîne de valeur, dans tout le modèle économique, il y a plein de choses à revoir pour le rendre plus vertueux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les solutions qui sont vertueuses environnementalement peuvent l'être également économiquement, parce que c'est un facteur de différenciation sur un marché. Le e-commerce, c'est quand même pas un marché simple.
Nous, on a des petits acteurs qui vendent des livres sur Internet. Voilà, c'est un marché qui est très compétitif et je crois beaucoup aussi à l'importance de se différencier sur ce marché-là. Et je crois que l'engagement qu'on a pris à travers nos engagements de mission, c'est aussi une façon de différencier Camif. Et les gens, s'ils achètent à la Camif, c'est pas parce qu'on est les moins chers, c'est parce qu'ils adhèrent aux valeurs, qu'ils partagent cette envie de consommer différemment et de consommer moins. C'est vraiment le profil de nos clients. Ils n'ont pas plus de moyens que les autres, mais ils font beaucoup plus d'arbitrage. Donc ils consomment moins, ils achètent 3 fois plus d'occasions et du coup, quand ils veulent se payer un bon lit ou un bon canapé, ils vont mettre le prix, mais ils vont aussi mettre l'attention à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales et environnementales. Merci pour ces 3 exemples qui illustrent bien du coup, les différents axes de l'économie circulaire et comment on peut concrètement agir et transformer son modèle pour mettre plus de circularité. Tout à l'heure, tu as parlé d'un point qui nous préoccupe pas mal chez Solucir, c'est le passage à l'échelle. Notamment, du coup, on a plein de solutions qui sont émergentes sur l'économie circulaire, qui œuvrent et qui cherchent elles-mêmes leur propre modèle économique, qui ont plein d'envie. Et on a à côté de ça des entreprises plutôt linéaires qui ont envie de se transformer, qui ont envie de collaborer, mais il y a souvent une logique de la petite start-up n'est pas en capacité d'absorber tous les besoins du grand groupe, quelque part. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez été confronté à ça? Comment vous le gérez? Comment ça se passe pour vous? Moi, je crois beaucoup à la coopération et si on veut changer d'échelle, si on veut que l'économie circulaire change d'échelle, il va falloir coopérer avec des plus petites structures, avec des moyennes structures, avec des éco-organismes, avec des boîtes, avec des associations, avec des structures d'insertion. Enfin, je pense que vraiment, c'est par la coopération qu'on va réussir ce changement d'échelle. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que les grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire, elles ont toutes compris qu'elles doivent changer quelque chose dans leur modèle économique et que la crise qu'on traverse là, elle va nous aider parce que la ressource va devenir de plus en plus rare, donc elle va devenir de plus en plus chère. Donc l'économie circulaire va s'imposer. Alors on est peut-être trop tôt, on est peut-être trop, pour l'instant, un peu entre nous, parce que là, tout le monde connaît l'économie circulaire dans la salle, mais moi, quand j'ai fait poser la question à mes fabricants, qui connaît l'économie circulaire en 2000, bon, c'était il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait pas autant de mains qui se levaient, quoi. Donc... mais ça va venir. Donc il faut expérimenter beaucoup. Il n'y a pas forcément un modèle économique évident tout de suite, mais ça vient. Voilà. Ça vient à force d'expérimenter, de trouver les bonnes façons de faire et de savoir se positionner aussi dans la chaîne de valeur. Parce que l'économie linéaire, chacun a une position dans la chaîne de valeur qui est très très claire. Dans l'économie circulaire, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on on fait de la collecte? Est-ce qu'on fait de la transformation? Est-ce que ce matériau, on pourrait en faire quelque chose? Est-ce qu'on devient fabricant? Est-ce qu'on est éditeur? Est-ce qu'on est distributeur? On peut tout essayer d'ailleurs. Et souvent, est-ce qu'on fait du B2C? Est-ce qu'on fait du B2B? Toutes ces questions-là, on peut se les poser, on peut les expérimenter, mais à un moment donné, si on veut être efficace, il faut choisir où on se positionne dans la chaîne de valeur. Moi, je vois pas mal d'entrepreneurs avec qui on travaille ou avec qui on coopère, qui essayent qui veulent tout faire, mais en fait, on peut pas tout faire bien. Donc, il faut choisir son métier, en fait, et il faut choisir où on se positionne dans la chaîne de valeur. Ça fait le lien, on avait dit qu'on reviendrait sur le sujet de la société à mission, donc vous êtes effectivement président de l'association des entreprises à mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi être allé jusque-là? Est-ce que ça apporte pour vous aujourd'hui d'être entreprise à mission? On dézoome un peu par rapport à la circularité. Non, mais je trouve que le cadre qui a été imaginé par ces chercheurs en 2008, qu'on a expérimenté, a été un formidable levier pour nous, à la fois pour l'engagement des collaborateurs, ça a redonné du sens. Le temps qu'on a travaillé à 2 ans et demi pour sortir les 2 phrases qui sont constitutives de la raison d'être de Camif, donc c'est pas très efficace. C'est pas parce qu'on n'est pas efficace à la Camif qu'on a mis 2 ans et demi, c'est parce qu'on a juste interrogé très largement l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça qui est très chouette aussi dans le projet d'entreprise à mission, dans le chemin, c'est que c'est un chemin qui permet de réinterroger tout le monde. L'entreprise reste un projet collectif avant tout, donc, et de redonner du sens à chacun. Donc c'est un levier d'engagement, c'est un levier qui redonne du sens pour la marque employeur, c'est juste extraordinaire. C'est un levier de transformation de l'entreprise, parce qu'à partir où on se met, on se met en tension, hein, quand on commence à se doter d'objectifs de mission, on se met en tension, on l'a vu sur l'économie circulaire, ça oblige tout le monde à se reposer des questions, à se remettre en question, à expérimenter de nouvelles choses, et ce levier d'innovation va créer de la valeur.
pas forcément tout de suite, c'est un investissement, mais ça va créer des valeurs sur le temps long. Et du coup, ça devient un levier de performance. Donc, voilà pourquoi, au fort de ce constat qu'on a fait déjà chez Camif assez tôt, en 2017, on avait inscrit la mission dans les statuts, c'était avant la loi Pacte. Je me dis en 2018, mais ce modèle, il est très très vertueux, il faut qu'on le partage. Et donc, j'ai cofondé l'association d'intérêt général, qui est la communauté des entreprises à mission, en 2018, pour offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitaient s'engager sur cette voie-là. Parce que probablement, si on veut structurer un engagement, si on veut avoir un impact qui est durable, il faut s'obliger quelque part, et l'inscription dans les statuts, parce que c'est la première des choses qu'on doit faire, c'est l'inscription dans les statuts de la raison d'être et des objectifs sociaux, environnementaux de la mission. La mise en place d'une gouvernance de la mission, c'est le deuxième point clé, avec le comité de mission. Alors ça, c'est pour les boîtes de plus de 50 personnes. Pour les entreprises de moins de 50 personnes, on n'est pas obligé d'avoir un comité de mission, on peut avoir un référent mission, s'obliger à publier chaque année un rapport de mission pour voir les progrès qui sont faits par l'entreprise, les résultats qui sont atteints, et puis s'obliger tous les 2 à 3 ans, selon la taille de l'entreprise, à ce qu'un organisme tiers indépendant vienne vérifier la qualité de société à mission pour savoir si effectivement il y a des moyens qui sont mis et les résultats qui sont atteints. Donc ce nouveau modèle, il est très structurant pour un dirigeant qui souhaite rendre son entreprise plus contributive. Donc j'ai souhaité qu'on puisse le partager, le faire connaître et puis continuer à l'expérimenter avec beaucoup de groupes de travail sur lesquels on réfléchit au sein de la communauté des entreprises à mission. Donc ça, c'était en 2018. On a eu la chance que pendant les échanges sur la loi Pacte, on puisse, dans le rapport Nota-Sénar, aussi influencer pour que la société à mission soit reconnue dans la loi. Et donc depuis 2019 et les décrets de 2020, la société à mission, elle existe vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui une adoption assez importante, puisque plus de 1000 sociétés, on a franchi la barre des 1000 l'année dernière, plus de 1000 dirigeants ont fait le chemin de devenir société à mission. C'est un chemin qui est long, alors donc ça veut dire que là, on ne voit que la première vague, c'est ceux qui ont pris la vague très tôt, en fait, mais il y en a beaucoup qui sont encore en chemin, puisqu'au sein de la communauté d'entreprises à mission, on a à peu près 400 dirigeants qui sont encore en chemin voilà, donc il y a un réservoir encore important de croissance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et on œuvre pour que ce modèle soit connu partout en France, sur les territoires, mais aussi on essaye de développer le modèle en Europe, parce qu'il y a quelques expérimentations en Italie, mais l'idée c'est que ça devienne le modèle de l'économie contributive à l'échelle européenne. Merci Emery. Peut-être dernière question, parce que du coup, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'entreprise sans modèle économique. Donc c'est comprendre tous ces choix, tous ces renoncements, toutes ces prises de position. Aujourd'hui, comment va la Camif ? Est-ce que c'est une entreprise rentable ? Et est-ce que faire du Made in France, c'est un bon pari ? Sachant que je crois que la vision, c'est justement d'aller sur de l'impact et de devenir, je t'avais entendu dire ça, le Ikea du Made in France à terme. Donc voilà, un peu où vous en êtes par rappur à ça. Et on ouvrira aux questions juste après. J'ai dit qu'on allait détrôner Ikea en 2040, c'est pas pareil. Excuse-moi. C'est beaucoup plus ambitieux. Oui, ça fait beaucoup rire mes collaborateurs. Je dis, mais si vous n'y croyez pas, partez tout de suite. Donc non, ça va bien. En fait, on a évidemment aujourd'hui le trou d'air, comme tout le monde, sur l'équipement de la maison, post-Covid, avec l'inflation, etc. On n'est pas voilà, on subit ça aussi. Mais pour te donner une traduction de tout le chemin accompli sur l'entreprise à mission et l'effet positif et bénéfique que ça a eu, on s'est rapproché l'année dernière du groupe Maïf, donc maintenant on fait partie du groupe Maïf pour nos investisseurs qui nous ont fait confiance, et il y a le groupe Fournier qui en 2009 a investi dans Camif à mes côtés, et puis Citizen Capital qui est le fonds d'impact. Ça a été une option de sortie extraordinaire, et on l'aurait jamais eu si on n'avait pas fait tout le chemin sur l'entreprise à mission. Donc ça a eu un impact financier en fait qui était très positif finalement pour l'entreprise. La crise qu'on a traversée, probablement, ça nous a conféré aussi de la résilience, parce qu'on a une fidélité client, parce qu'on n'a pas été dépendant de l'hyperinflation sur le fret maritime, par exemple. On a quelques petits concurrents comme Made.com qui ont fait faillite à ce moment-là. Enfin, c'était l'année dernière. Donc voilà, c'est dans un contexte qui est pas facile, ça tient bien la route. Et puis là, avec Maïf, on a vraiment un actionnaire de temps long. Donc on lance l'allocation. Donc on est vraiment sur des sujets de temps long, on va dire. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité à prendre des engagements forts avec la rentabilité. Si on change de lunettes, c'est-à-dire que si on regarde que l'EBITDA à 3 mois, on n'a aucune chance d'y arriver. Si on voit comme moi, en double foyer, la performance à long terme de l'entreprise, oui, ça fonctionne.
Merci Emery. Je dirais encore un mot, parce que c'est un petit scoop dans l'actualité. Je suis hyper content parce que en 2017, on a fait aussi un plaidoyer pour la TVA responsable, pour la TVA circulaire, pour qu'on ne taxe pas de la même manière les produits économie circulaire que les produits classiques qui viennent de l'autre bout de la planète. Enfin, ça semblait une sorte d'aberration complètement de taxer de la même manière ce produit qui a été éco-conçu, fabriqué en France et tout ça, du produit voir qui a déjà été taxé une première fois, voir la réparation. Donc, et donc là, je viens d'être missionné par le ministre de l'écologie pour faire un rapport sur la TVA circulaire. Trop bien, bravo. Vous pourrez m'applaudir quand ça sera dans le PLF 2024. On va passer aux questions. On a 10 minutes de questions. J'ai un tout petit peu débordé. Il y a Stéphane qui a une question ici. Stéphane, on a demandé 2 secondes. On a notre personne qui filme, qui se dépêche d'arriver vers toi. D'accord. Pour qu'on soit bien sûr de la question que tu poses. Peut-être que tu peux nous dire du coup qui tu es et ton entreprise et la question. Bonjour, donc Stéphane Pagès, Société AFB. Nous, notre métier, c'est de reconditionner et de recommercialiser du matériel informatique. Et on fait ça dans le cadre d'une entreprise adaptée. Nous, on a fait le choix, notre métier n'est pas délocalisable, on a fait le choix d'avoir des sites de production de retraitement dans différentes régions en France pour essayer d'être au plus près de là où on collecte les équipements. Et sur chacun de ces sites, on a une boutique pour revendre les matériels. Pour autant, et surtout avec les 3 dernières années, notre site de vente en ligne a pris une importance et aujourd'hui il représente plus que les ventes des boutiques. Et on se retrouve devant la question du transport et de l'envoi de ces matériels. Clairement, c'est aussi une issue que vous avez. Donc comment est-ce que vous pouvez appréhender ça et comment est-ce que vous avez réfléchi à un moyen peut-être justement de gérer ces expéditions de façon les moins impactantes possible? La réponse m'intéresse, parce qu'on cherche. Il n'y a pas de bonne réponse. On a un modèle en logistique où plus de la moitié des produits qu'on vend sur camif.fr partent directement des fabricants, donc directement des usines. Et comme on a 75% de nos usines qui sont en France, des fabricants partenaires, on va dire que si le client privilégie, par exemple, si vous cherchez une literie, un produit fabriqué dans sa région, le produit va faire très peu de kilomètres au fond. Mais on a aussi 50%, un peu moins de 50% des produits qui transitent par des entrepôts. Donc on a un entrepôt à Niort pour tout ce qui est petits colis. On en a un à Vernouillet en Eure-et-Loire et un à Chartres. Voilà. Donc pourquoi on a des entrepôts ? Parce que parfois il faut mieux acheter en grande quantité et que c'est plus économique et que ça va être plus économique pour le client et que pour être compétitif sur un marché, parfois il faut aussi pouvoir offrir de la livraison rapide. Je trouve que c'est complètement aberrant de suivre cette folie de livrer tout en 2 heures. Mais malgré tout, en 48 heures, c'est paraît long pour certains déjà. Donc Donc on a aussi des entrepôts pour ces raisons-là. Et nous, l'optimisation... on utilise des réseaux de transport, donc eux, ils optimisent leur tournée. Donc on sait que le modèle économique du e-commerce, il n'est pas forcément plus mauvais que celui des magasins traditionnels. Si vous prenez l'impact carbone de grands distributeurs qui ont des magasins dans le meuble, par exemple, 25% de l'impact carbone, c'est les voitures que les gens prennent pour aller au magasin et pour emporter leurs meubles chez eux. Et ça, c'est pas très efficace en termes de CO2. Donc, quelque part, le modèle du e-commerce, c'est pas si mauvais que ça en fait. Après, je pense que chacun doit trouver un peu les solutions. Nous, par exemple, sur la gestion des retours, on se disait c'est quand même idiot de faire des retours qui font 450 km pour revenir à l'entrepôt, qui restent 1 an ou 2 à l'entrepôt, on ne sait pas trop quoi en faire, même si on les revend en seconde main sur Camif, mais c'était pas très efficace. Et là, trouver une solution locale avec un partenaire local, ça a été très bénéfique puisqu'on ne fait plus que 27 km maintenant pour aller chez le client. Voilà. Donc, j'ai pas de réponse en fait à votre question toute faite. Ça se travaille et ne croyez pas en tout cas que le e-commerce a un impact carbone qui est moins bon que le magasin. En tout cas, faites le calcul, faites le bilan carbone. Nous on l'a fait, donc on sait qu'on évite les 25% de CO2 des retailers classiques, on les a pas. On a une deuxième question en haut, a priori.
Pareil, je vous invite à vous présenter et à poser votre question. Je suis Véronique Sillon-Lansard, je travaille à la Maïf, à Chambéry. Et donc, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure dans le cadre d'ateliers pour justement créer votre nouvelle dynamique de meubles, de mutualisation des compétences. Et je voulais savoir si dans le cadre de le e-circulaire, vous alliez aussi mutualiser tous ces éléments. Là, tout à l'heure, il y avait ce problème de transport. Je pense que c'est aussi intéressant de parler de cette mutualisation en termes de circularité. Ce qui est clair, c'est que quand on fait de l'économie circulaire, individuellement, personne n'a les compétences. Donc on est obligé de les mutualiser, on est obligé de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en 2017, parce qu'on s'est dit, si on doit faire de l'économie circulaire, on ne va pas y arriver tout seul. Et ce n'est pas les chefs de produits à New York qui vont pouvoir faire tout seul l'économie circulaire ou décréter que... Et donc, c'est là où le fait d'avoir des gens qui... nous, on est par exemple actionnaires également d'éco-maisons, ça s'appelait Écomobilier avant. Donc, c'est l'éco-organisme qui fait le recyclage, qui organise toute la filière de recyclage dans la filière maison. C'est intéressant parce qu'on voit que là, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place sur le recyclage, sur le réemploi, sur la réparation. Le Cabifaton, c'était exactement ça. C'est comment on peut faire travailler ensemble des compétences différentes, des gens qui ne se seraient pas rencontrés. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire. On ne fait pas un Cabifaton tous les ans parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Et puis maintenant, la dynamique, elle est vraiment lancée. Mais on est aussi beaucoup sollicité aujourd'hui par des apporteurs de solutions, par des gens qui ont mis au point... Là, récemment, un éco-matériau provenant du recyclage des huîtres et des coquilles. On peut faire une sorte de marbre, une sorte de marbre naturel en fait, qui est très beau, qu'on va pouvoir utiliser. Avec ces sollicitations assez récurrentes qu'on a d'éco-matériaux, de gens qui font des éco-matériaux, on peut inventer, on peut mettre en relation ces gens-là avec notre écosystème de 125 fabricants français. Là, je suis assis, par exemple, sur un banc avec des vieux skis. Là, je sais qu'on a fait la mise en relation avec les équipes pour imaginer est-ce qu'on pourrait faire des sommiers avec des lattes de vieux skis. Je ne sais pas, peut-être. Voilà, donc avec Skitech. Voilà. Donc, l'économie circulaire, c'est l'économie du partage et du lien. Alors, on a d'autres questions. Il y avait Pascal... Ok. Bonjour, Capucine Berthaud, moi je suis architecte et je fais partie de la Bois-Cyclerie, qui est une association, une matériothèque qui réemploie le bois. Je voulais savoir si vous aviez un petit peu anticipé sur la sobriété, à savoir une fois qu'on a tous acheté votre matelas qui va durer 80 ans du coup et que vous aurez réemployé tous les matelas déjà utilisés auparavant, comment fonctionne comment ça se passe après? Est-ce que il faut encore réinventer un autre système? Est-ce que vous avez anticipé un peu ça? Et est-ce que vous avez une idée de la durée de vie justement de cet investissement? La sobriété, on a mis les pieds dedans en 2017. Quand on ferme le site cabif.fr pour le Black Friday, c'est mettre un pied dans la sobriété, on va dire, et de se dire comment on peut revoir nos modes de consommation et comment, en tant qu'entreprise, on peut influencer aussi les consommateurs à se reposer la question de son achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est la fameuse question. On a envoyé des postiers faire des bisous à nos clients il y a 2 ans. C'était la méthode bisous. C'est des questions simples qu'on peut se poser. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Est-ce que c'est socialement responsable? D'où il vient? Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, c'est l'acronyme bisous. Donc la sobriété dans notre modèle et dans l'économie circulaire, évidemment, on est dans un modèle sobre parce que notre enjeu avec la location, par exemple, c'est pas qu'on fasse que les gens achètent plus. Et c'est d'ailleurs le problème souvent de la seconde main, c'est l'effet rebond. C'est que les plateformes de seconde main, elles vous permettent d'acheter plus parce que finalement, vous savez que vous pouvez revendre. Donc ça, c'est l'effet rebond qu'on souhaite parfaitement éviter. La location là, de chambre bébé, vous n'allez pas acheter plus de chambres bébé parce que vous pouvez la louer. Donc là, on est dans un modèle, à mon avis, assez vertueux. Et le choix qu'on fait sur la chambre bébé, c'est pas d'être positionné sur le premier prix, c'est d'être positionné sur le produit de grande qualité qui vont pouvoir durer
le plus longtemps possible. Alors, je ne sais pas combien de temps. Si les enfants ne sautent pas sur le lit trop souvent, ça peut être 40 ans. Et vous voyez, j'en sais rien. Peut-être que dans 40 ans, je serai peut-être plus là pour vous raconter ça. Mais peut-être que dans 20 ans, je pourrais dire, voilà, ça y est, c'est génial. On en est à notre 10e cycle ou à 20e cycle de vie sur le lit bébé qu'on a mis sur le marché en 2023. Et ça, ce serait formidable. Mais on a des témoignages de ça régulièrement, parce que les produits de qualité Camif, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier, ça même d'avant-hier. Donc on a souvent des témoignages de clients qui nous disent « Ah oui, j'ai acheté mon canapé ou ma cuisine à la Camif, je l'ai toujours, ça fait 40 ans, c'est génial, c'est la top qualité. » C'est super. Donc la sobriété, elle va s'imposer de toute façon. Si on ne la choisit pas, de toute façon, elle va s'imposer. On prend une dernière question avec Pascal, et pour tous ceux qui sont frustrés, sachez que Emery passe la matinée avec nous, et vous pourrez notamment discuter avec lui sur le forum des solutions à partir de 11h30. Bonjour à tous, merci pour votre témoignage. Donc, je suis Pascal Maurier, directeur de l'agence web SWAT. J'aimerais bien être une mouche en fait, dans votre conseil d'administration et savoir quels arguments vous mettez en avant auprès de vos actionnaires pour les faire adhérer à vos engagements. C'est quand on a une logique d'investissement, de profitabilité quand même à court, moyen terme, comment on leur fait avaler finalement des pertes à court et moyen terme pour espérer avoir peut-être un gain. Est-ce qu'on parle de résilience? Est-ce qu'on parle de c'est un investissement à long terme, comme si vous investissez dans la pierre? Voilà. Quels sont les arguments que vous mettez en avant auprès de vos actionnaires pour mettre en mouvement en fait, tous ces changements? D'abord, il y a une question importante, c'est qui sont vos actionnaires? Parce que vous pourrez mettre tous les arguments sur la table, si vous n'avez pas les bons actionnaires, qui ne sont pas alignés avec votre vision de faire du business et de faire entreprise, vous n'arriverez pas à les convaincre. Donc il faut bien choisir ses actionnaires. Et nous, on a eu la grande chance de ne pas pouvoir choisir d'actionnaires, parce qu'en 2009, personne ne voulait investir dans le projet Camif, parce qu'il était complètement fou, beaucoup trop risqué, et on rentrait dans aucune case, on n'était ni une start-up, ni du retournement, ni du capital développement, et on a eu la chance de trouver avec le groupe Fournier, là, une entreprise familiale qui avait une vision de temps long, c'est 4e ou 5e génération, donc ils se disent toujours comment on va transmettre l'entreprise à la génération suivante. Donc ils ont une vision à 25 ans. Et donc en 25 ans, on peut faire beaucoup de choses. Et donc dans 25 ans, ils se sont dit, oui, dans 25 ans, sur le marché du meuble, il y aura le e-commerce qui sera beaucoup développé. Et puis là, on a une marque avec Camif qui est très forte, même si elle a été bousculée par la crise et la chute de Camif en 2008, ça reste une marque qui est très forte. Et donc, ils m'ont fait confiance et ils sont rentrés dans le capital à ce moment-là. Donc on était encore une boîte familiale avec un groupe familial aussi comme actionnaire de référence. Et puis après, avec le développement de Camif au-delà de son périmètre de clients historiques, les enjeux de transformation de l'offre, du modèle économique et de la clientèle, là on a fait rentrer un fonds d'impact, pas par choix en fait, mais on n'a juste pas trouvé d'investisseurs qui étaient en 2012 en capacité de nous accompagner. J'avais quand même des investisseurs, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en New York-Paris, Paris-New York pour aller voir des fonds d'investissement pour leur dire voilà, on a relancé Camif sur le Made in France, sur tout ça. Maintenant, ça y est, on arrive à un modèle qui est à peu près rentable. Mais il faut encore aller plus loin, il faut transformer l'offre, rajeunir la clientèle et tout ça. Et j'avais des gens qui me disaient mais qu'est-ce que vous ferez quand vous n'aurez plus de fabricants français? Non mais c'est ça, hein. La vision en 2012 encore de l'industrie en France, c'est qu'il n'y avait plus de place pour l'industrie en France. Donc là malheureusement j'ai pas pu les convaincre de rentrer dans notre capital, et heureusement d'ailleurs que j'ai pas pu les convaincre. Et puis il y en avait certains qui disaient oui, vous n'êtes pas encore tout à fait rentable, revenez nous voir plus tard quand vous serez rentable. Bon, j'aurai peut-être moins besoin de vous quand je serai rentable, mais je pourrais peut-être venir vous voir prendre un café, je sais pas. Et puis en fait, vous savez, le centre d'appel qu'on a mis à Niort, là, on le met à Madagascar, on est tout de suite rentable. Pourquoi vous le faites pas? Parce que vous n'avez rien compris en fait. Donc on a eu la chance de ne pas pouvoir trouver de fonds qui ne soient pas alignés avec nous, et de trouver du coup un des tout premiers fonds d'impact qui s'était créé en 2008, Citizen Capital. Et eux, pour le premier rendez-vous, c'est eux qui ont fait le chemin Paris-Niort. Là, je me dis, ça c'est pas mal, ils s'intéressent vraiment à nous. Et puis on a passé une journée ensemble et on s'est dit, évidemment. Voilà. Et là, depuis 2022, on a un actionnaire qui est complètement aligné. Hein. C'est un peu le retour vers le futur avec la Maïf, mais complètement aligné avec l'entreprise à mission et le chemin qu'on a fait, puisqu'ils ont fait le même chemin aussi. Et on a des objectifs de mission qui sont communs. Et c'est assez intéressant, parce que c'est un assureur qui rachète un site e-commerce dans l'équipement de la maison.
Mais ce qui fait qu'ils se sont intéressés à Camif, c'est précisément la mission. Donc c'est la première fois que deux entreprises à mission se rapprochent au regard de leurs objectifs de mission. Et donc là, on sait qu'on a un actionnaire de temps long. Et donc, on n'a pas besoin de raconter n'importe quoi. On va juste dire Camif, ça doit devenir le champion de la consommation responsable. Ça doit être un acteur de la transformation de la filière pour transformer la filière sur l'économie circulaire. Mais ça, c'est hyper excitant. Et c'est une ambition démesurée, au fond. Et on la partage. Mais on a besoin de temps long, effectivement. Si vous regardez les bidas à 3 mois et que vos actionnaires font comme ça tous les mois et vous demandent rien, c'est mort, quoi. Vous ne pouvez rien faire. Par contre, aujourd'hui, les dirigeants qui ne prennent pas le risque d'investir sur ces nouveaux modèles économiques, ils vont disparaître. C'est tout. Donc, parce que on le voit bien aujourd'hui, c'est les jeunes. Si vous voulez attirer des jeunes talents, les jeunes talents, ils vont dans les entreprises qui font sens, qui sont engagées. Donc, si vous n'êtes pas capable de raconter pourquoi vous êtes utile pour la société, vous attirez plus de jeunes talents. Attirez plus de jeunes talents, assez vite, vous allez avoir des problèmes de performance. Les entreprises à mission, on voit, elles sont extrêmement innovantes parce qu'elles sont en train d'inventer un nouveau modèle. Le modèle de l'économie de demain, l'économie soutenable. Donc c'est comme la révolution numérique. Si vous n'aviez pas investi en 2000 sur le numérique, vous auriez des difficultés aujourd'hui. En fait, vous ne seriez même plus là. Donc là, si vous investissez pas dans le modèle économique de demain, vous faites courir le risque à vos actionnaires que l'entreprise ne vale plus rien. Donc ça c'est quand même un argument assez fort en fait. Et je pense que le rôle de la finance, le rôle des actionnaires, c'est justement précisément cela, d'accompagner la transition, d'accompagner la transformation de l'économie, donc des entreprises, vers un modèle qui soit soutenable, parce qu'il est désiré par tous. Merci beaucoup Emery, on va s'arrêter là-dessus, on aura envie d'en entendre beaucoup plus. Merci beaucoup. Vous pouvez encore l'applaudir chaleureusement, un grand merci pour ce témoignage.